pourquoi l'AFD s'intéresse-t-elle à la lutte contre la corruption et la fraude, et est-ce un enjeu? C'était une des questions qui vient d'être posée pour le bailleur que nous sommes, comme pour tous les bailleurs. Cette lutte contre la corruption, bien évidemment, et vous le savez sûrement aussi bien que moi, bien sûr que c'est un enjeu fondamental pour les bailleurs de lutter contre la fraude, la corruption et les pratiques anticoncurrentielles sur nos projets. En fait, l'ambition de l'AFD, ce n'est pas de lutter contre la corruption et la fraude de façon générique. Bien, on est trop petit pour ça, on n'a pas les moyens. Moi, je rappelle que dans mon équipe, il n'y a que 12 personnes qui sont en charge de la question de ces questions-là et de leur traitement, c'est-à-dire du volet préventif et du volet traitement en cas de corruption. Donc nous, notre ambition, elle est un peu plus petite, c'est de s'assurer que les financements que nous octroyons sous forme, donc, comme l'a rappelé Gulnoza, de prêts, de subventions, etc., sont effectivement destinés à l'usage qu'on avait convenu avec le pays d'intervention et ils ne sont pas détournés, ils ne sont pas utilisés à d'autres fins. Donc c'est notre ambition. Pourquoi? Parce que nous intervenons, nous sommes l'acteur français de l'aide au développement mandaté par l'État pour améliorer la croissance économique, les conditions de vie des populations, et si une partie de notre argent sert à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été octroyée, c'est donc que notre mandat n'est pas respecté. Donc c'est un enjeu pour nous, comme c'est un enjeu bien sûr pour toutes les populations qui ont à subir ce type de comportement, puisque nous l'avons rappelé sur cette slide, en fait la corruption c'est un mal qui est complètement délétère pour un pays, puisqu'elle sape bien sûr le pacte social, elle constitue, comme dit fort justement Transparency International, un impôt indirect et détourné qui pèse en général sur les plus pauvres, puisque dans la plupart de nos pays d'intervention, il y a bien sûr des pratiques de prévarication des gens qui sont à des postes de pouvoir très importants, mais il y a aussi ce qui sape et ce qui entrave la croissance économique, c'est-à-dire la petite corruption qui est pratiquée à tous les étages de la fonction publique et qui donc auquel le citoyen est confronté dans son quotidien. Donc pour l'AFD, c'est un enjeu, mais pas que. Tous les bailleurs considèrent que la corruption constitue un facteur de sous-développement et donc il est dans notre mandat de s'assurer et de façon très stricte que nos financements sont bien alloués aux projets qu'on a décidés. En plus, pour le bailleur que nous sommes, nous, le détournement de notre financement induit pour les populations du Nord comme du Sud une forme de discrédit qui est jetée sur l'AFD, c'est-à-dire que si notre argent est détourné, eh bien, on s'interroge en fait sur le contrôle interne de l'entreprise, sur sa capacité à mettre en place des projets dans de bonnes conditions. Donc en fait, tout le monde est perdant, c'est donc bien un enjeu fondamental de nos actions dans nos pays d'intervention qui sont diverses et variées. Peut-être je peux répondre à la question pourquoi l'AFD intervient-elle majoritairement en Afrique, parce qu'en fait c'est le cœur du mandat de l'AFD. Quand l'AFD a été créée à l'origine, elle a été créée pour faire de l'aide au développement dans les pays africains, et ce n'est qu'au fil du temps que l'État français nous a donné l'autorisation d'intervenir dans d'autres territoires. Donc c'est normal qu'aujourd'hui l'Afrique reste le cœur de notre intervention, puisque c'est historiquement le cœur de notre mandat. Je vous parlais tout à l'heure des bailleurs en vous disant que c'était un enjeu pour l'ensemble de la communauté des bailleurs. Je peux vous donner quelques chiffres. Tous les bailleurs, bien sûr, ont pris en compte cette problématique, et tous les bailleurs ont mis en place des dispositifs pour essayer de prévenir, détecter et traiter les cas de corruption qu'ils pourraient rencontrer. La Banque mondiale, qui est bien sûr le plus gros bailleur dans le monde, a mis en place un département dédié qui s'appelle Intégrité, et qui traite de suspicion ou d'allégations de détournement des financements de la banque, environ plus de 2000 cas par an. La banque a donc un corps d'inspection dédié, elle a aussi un dispositif d'alerte, une hotline anticorruption ouverte à tous les citoyens qui se sentent concernés par cette problématique et qui ont connaissance de pratiques corruptrices sur un projet de la Banque mondiale. Elle est ouverte aussi aux salariés
de la Banque mondiale, et aussi ils peuvent faire remonter des suspicions de pratiques frauduleuses ou corruptrices sur les financements en Banque mondiale. Mais la particularité de la Banque mondiale, c'est dans le traitement qu'elle fait de ces cas. Comme vous le savez probablement, la Banque mondiale a décidé d'avoir un dispositif de sanctions administratives. C'est ce qu'on connaît sous le terme de dispositif d'exclusion de la Banque mondiale. La Banque mondiale, après son analyse interne, après ses investigations, quand elle considère ou quand elle est convaincue qu'une entreprise, dans le cadre des marchés qu'elle a financés, a commis des pratiques corruptrices ou frauduleuses, elle peut la blacklister, la mettre sur une liste noire et lui interdire de postuler sur des financements Banque mondiale pendant une durée de temps donné. Il y a des entreprises françaises qui ont été sur ces listes de la Banque mondiale, et certaines des entreprises qui sont listées sur ces listes le sont pour une période de temps assez longue. Ça a été le cas de Siemens, et c'est aujourd'hui le cas d'une entreprise canadienne qui s'appelle SNC-Lavalin et qui est blacklistée pendant 10 ans par la Banque mondiale. Ça veut dire que pendant 10 ans, elle ne peut postuler sur aucun des marchés qui seront financés par la Banque mondiale. Et comme la Banque mondiale est assez futée, elle a réussi à convaincre les autres banques multilatérales de développement, donc ce sont des banques régionales, la Banque africaine, la Banque asiatique, la Banque interaméricaine, la BIRD, de procéder à ce qu'on appelle un dispositif d'exclusion croisée. C'est-à-dire que si une entreprise est blacklistée par la Banque mondiale sur ses financements, elle l'est aussi chez les autres bailleurs régionaux. Et donc, pour l'entreprise, en fait, en termes d'incentive, c'est assez puissant. Ça veut dire qu'elle n'a plus accès à aucun marché financé par ces 5 bailleurs multilatéraux. Donc, ça a un coût pour elle très important. Ensuite, Gulnoza vous a mis un focus sur un bailleur bilatéral comme l'AFD, qui est suédois. C'est le Swedish International Development Agency. Qui ressemble plus à l'AFD que la Banque mondiale, puisque nous, bien sûr, on n'a pas les moyens financiers de la Banque mondiale, on n'a pas non plus sa taille, on est un petit bailleur bilatéral, donc comme les Suédois. Et les Suédois, ils gèrent en gros 140 cas par an qui leur sont remontés, ils investiguent, ils nous ont-ils dit, une 50aine de cas. Eux aussi, ils disposent d'un système de whistleblowing, donc d'alerte, qui a été ouvert en 2015 sur leur site. Et parce que la réglementation suédoise l'impose, ils ont des comptes à rendre devant leur Parlement sur ces problématiques de détournement de l'aide. Ils doivent, sur la base d'un rapport annuel, revenir vers le Parlement suédois pour détailler le nombre de cas qu'ils ont rencontrés et le montant des fonds qui ont été restitués. C'était la transparence et la redevabilité des pays du nord de l'Europe qui est, il faut le reconnaître, plus poussée que celle des pays du Sud, dont fait partie bien sûr la France. Ils publient leurs rapports d'investigation, ce sont des rapports anonymisés, mais ce sont quand même des rapports qui donnent le détail en fait des allégations ou des faits sur lesquels ils ont investigué. J'ai mis la KfW, mais peut-être que comme le temps défile, je vais aller un peu plus vite parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même l'AFD. Donc la KfW, c'est en fait l'équivalent de l'AFD en Allemagne. Et elle aussi, bien sûr, elle est confrontée à ces cas. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la KfW allemande a mis en place, a décidé de créer une fonction d'ombudsman, enfin d'ombudsperson, qui est là pour recevoir à la fois les alertes qui remontent de tiers ou bien des alertes qui remontent des collaborateurs de la KfW en matière de fraude et de corruption sur les projets. Pardon. Ah d'accord. Alors, quid de l'AFD? L'AFD aussi, bien sûr, elle est comme les autres, malheureusement, confrontée à des actes de prévarication de ses financements. On gère, l'année dernière, on a géré moins de 60 cas, et cette année, on pense qu'on va gérer une centaine de cas de suspicion ou d'allégation de fraude ou de corruption, de prédation ou de mauvais usage de notre financement. Bien sûr, pour lutter contre ces situations, on a mis en place un dispositif qui vise à prévenir
ce type de situation, qui vise à les détecter quand elles arrivent et qui vise à les traiter dès lors qu'elles nous remontent. Alors, si on vient dans le détail des mesures de prévention qui ont été mises en place par l'entreprise, Gulnoza vous l'a rappelé tout à l'heure, l'AFD est une banque au sens du droit français, on a un agrément bancaire et à ce titre-là, on a des procédures obligatoires qui pèsent sur toutes les banques, qui sont des procédures dites de connaissance du client. On a mis la terminologie, en tout cas l'acronyme anglais, Know Your Customer, donc c'est le KYC, et ce KYC, il est fait sur l'ensemble des parties qui interviennent dans les projets qu'on finance. C'est-à-dire qu'on mène des diligences, notamment d'honorabilité sur nos clients, sur les dirigeants de nos clients, sur les actionnaires de nos clients et sur ce qu'on appelle le bénéficiaire effectif, c'est-à-dire celui qui, derrière le client, contrôle le client ou est le bénéficiaire ultime de l'opération. Donc ces diligences d'honorabilité, elles peuvent conduire la conformité à dire à l'équipe projet, au stade de l'instruction, qu'il convient de ne pas financer ce projet et donc on va rendre un avis négatif. Comme vous l'aurez noté, en fait, ce n'est pas un droit de veto qui est octroyé à la conformité, c'est simplement un avis qu'elle peut formuler auprès de la direction générale, lui indiquant que la conformité considère que ce projet est trop risqué et pour les raisons bien sûr qui sont bien évidemment détaillées et qu'il convient de ne pas le faire. Le directeur général et le conseil d'administration de l'AFD peuvent passer outre l'avis négatif de la conformité ou considérer que cet avis est éclairant et que, en raison du risque associé, il convient de ne pas faire ce projet. Au titre des mesures de prévention alternatives, il y a bien sûr le choix du circuit financier qui va être utilisé par les financements de l'AFD. La conformité est très tatillonne sur le circuit des flux et des dépenses, qu'il s'agisse de projets finançant le secteur public ou bien de flux qui vont financer des projets dans le secteur privé. On est attentif aussi aux modalités de décaissement de notre aide. On ne décaisse jamais d'un seul coup un concours, on le décaisse en général par tranche, on tolère des caisses d'avance, mais parfois on dit non, il n'y aura pas de caisse d'avance qui soit octroyée à un ministère ou à une unité de gestion de projet, on ne financera que directement les entreprises attributaires du projet. Donc ça dépend en fait du risque fiduciaire qui est présenté par le projet qu'on s'apprête à financer. Donc vous voyez, on a la capacité d'influencer le circuit fiduciaire du projet afin de prévenir, toujours dans l'objectif de prévenir en fait tout acte de prévarication ou de détournement. Ensuite, bien sûr, on a des conventions de financement qui détaillent ce qui est prohibé pour l'AFD et ce qui constituera ce qu'on appelle un cas de défaut. Ça veut dire que ça va nous permettre de dénoncer le contrat avec la contrepartie, qu'il s'agisse d'un don ou bien qu'il s'agisse d'un prêt. Donc on pourra exercer ces cas de défaut en cas de corruption ou de fraude ou de détournement de notre financement, en disant à la contrepartie, ben voilà, pour nous, les fonds ont été mal utilisés, en conséquence de quoi on vous demande, soit on considère qu'il faut annuler le crédit et demander la restitution anticipée du prêt, soit s'il s'agit d'un don, c'est-à-dire d'une subvention, on va demander la restitution du financement qui est entaché par ces pratiques corruptrices ou ce mauvais usage de la ressource. Dans le cadre des marchés publics qu'on finance à l'étranger, on est aussi attentif au processus de passation de marché, c'est-à-dire que l'AFD, bien sûr, n'est pas membre de la commission de passation de marché, puisqu'il s'agit là, bien sûr, d'organes internes, enfin de structures internes à l'État dans lesquelles on intervient. On est observateur dans ces commissions d'évaluation des offres ou de ces commissions de dépouillement. Et on rend ce qu'on appelle des ANO, c'est-à-dire des avis de non-objection, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'objection à la poursuite du processus de passation de marché. Et le dernier ANO qu'on rend, c'est celui sur l'attributaire pressenti du marché qu'on s'apprête à financer. Et cet ANO, on le rend sur le fondement de notre analyse de l'évaluation des offres qui a été faite par la commission d'évaluation des offres.
Au titre des mesures de détection. La détection, c'est dès lors qu'on considère que des doutes ou des suspicions entachent le bon usage de notre financement. Que fait-on? A-t-on des outils pour détecter ce type de comportement frauduleux? Oui, dans la convention de financement, on dit à notre contrepartie, à notre client, que des audits devront être réalisés sur le compte projet, sur des audits financiers et comptables des investissements qu'on a financés. Tout ça est prévu contractuellement. Les audits du compte projet sont prévus sur une base annuelle. Et dans notre convention, on se réserve, nous, AFD, la faculté de procéder à des audits inopinés si d'aventure on avait connaissance de pratiques de mauvais usage de notre concours. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, on rend aussi des avis de non-objection dans le cadre de la passation des marchés qui peuvent être à l'origine de la détection de quelque chose d'anormal ou d'incohérent. Ça veut dire que nos collègues en agence nous disent, ben voilà, j'ai regardé les PV de dépouillement des offres et je me suis aperçu que finalement, la notation de l'offre technique d'une entreprise, elle n'est pas compréhensible pour moi au regard de l'offre technique qui a été fournie par cette entreprise. Elle n'est pas bien meilleure que celle des autres soumissionnaires. Donc pour nous, on ne comprend pas pourquoi le président de la commission ou un des membres a noté d'une façon extrêmement positive l'offre technique proposée par une entreprise au détriment de celle d'une autre. Donc ce sont des indices en quelque sorte, des red flags, comme disent les Américains, des signaux d'alerte. Par ailleurs, on a des structures de contrôle dédiées. On a, avant le versement, pardon, excusez-moi si vous m'entendez mal, je tiens mal le micro visiblement. Avant donc le versement, on a une structure qui fait un contrôle préalable au versement pour s'assurer que toutes les pièces justificatives ont bien été collectées. Et ensuite, on a un deuxième contrôle, cette fois-ci un contrôle de second niveau, ex post, qui revérifie l'ensemble des pièces justificatives qui avaient été demandées. Ensuite, on a des dispositifs de remontée d'alerte interne. Interne en ce sens que tous les collaborateurs de l'AFD qui suspectent un mauvais usage de notre financement ont l'obligation de remonter ces allégations vers deux départements de l'AFD, le département du contrôle permanent et celui de la conformité pour traitement. On est en train de mettre en place un dispositif d'alerte externe et je vous en reparlerai un peu plus tard si nous avons le temps. Que se passe-t-il lorsque la conformité est saisie, c'est-à-dire que quelqu'un, que ce soit un tiers, un citoyen de nos pays d'intervention, un collègue, nous remonte qu'il a des doutes sur le bon usage ou la bonne affectation du prêt ou du don que nous avons octroyé. Eh bien, le rôle de la conformité, c'est donc de confirmer ou d'infirmer ces suspicions ou ces doutes. Pour ce faire, nous allons relire l'ensemble de la documentation juridique qui entoure le projet. Nous allons demander à avoir accès à tous les rapports d'audit qui ont été faits sur le projet et nous allons demander à nos collègues de nous sortir toutes leurs aides-mémoires de mission pour savoir exactement ce qui s'est passé, ce qu'on a vu. On peut demander aussi l'ensemble des relevés des comptes du projet. Et si on est convaincu qu'effectivement il y a des choses qui sont plus que suspectes, nous pouvons diligenter ce qu'on appelle une mission forensique, c'est-à-dire une mission fraude qui va analyser l'ensemble des documents comptables et financiers, qui va s'assurer que l'école qu'on a payée et qui devait faire 2 étages fait bien les 2 étages prescrits, voyez, ou bien la route qui devait avoir un bitume de 15 cm a bien les 10 cm ou les 15 cm prescrits. On peut aussi, bien sûr, prendre la tâche des services de l'État français pour avoir leur vision des choses. On peut aussi diligenter des enquêtes dites de réputation aussi pour connaître le track record ou pour fouiller le track record de certaines contreparties. Et enfin, lorsqu'on est en cofinancement, on travaille beaucoup avec les conformités des autres bailleurs, c'est-à-dire qu'on essaye d'investiguer conjointement, on essaye d'avoir la même vision et le même traitement de ces doutes et de ces allégations. Et ensuite,
on prend un certain nombre de mesures de remédiation. Alors, quelles sont-elles? Les mesures de remédiation, ça peut être pour nous demander à notre contrepartie publique d'annuler l'appel d'offres, de considérer que cet appel d'offres, en fait, il faut le relancer parce que les doutes sont trop importants sur l'attributaire pressenti. Ça peut être de demander la restitution du financement, c'est-à-dire soit on annule le prêt et on demande la restitution anticipée du crédit, soit on dit on va annuler une partie du don qu'on vous a fait et on vous demande de nous restituer la partie de ce don ou la totalité de ce don si on pense que l'ensemble du don a été détourné. On peut aussi, dans un certain nombre de cas, ce qu'on a déjà fait, se rapprocher des services de l'État quand on a identifié une personne, un fonctionnaire, qui est à l'origine de ce type, des services de l'État étranger, j'entends, de ce type d'acte de détournement. Mais aussi, parce que nous sommes un établissement public, nous pouvons aussi saisir la justice française. Parce qu'un EPIC en France voit peser sur lui un certain nombre de contraintes, notamment lorsqu'il s'agit du directeur général. Le directeur général d'un EPIC en droit français est considéré comme un agent public, quand bien même il serait un agent. Oui. Est-ce que le son est OK? OK, mais parce que là, je parle par le micro. Alors, on va essayer avec le micro et on viendra au téléphone s'il y a une nouvelle coupure. Donc, nous sommes désolés. Donc, du coup, il suffit, vous pouvez suivre sur l'ordinateur. Donc, il faut parler pas loin du micro. Et moi, je peux passer les slides. Et il est où? D'accord. Voilà. Donc je ne sais pas où on s'en était arrêté, c'est ça mon petit souci. Donc juste pour vous dire que les mesures de traitement de ces cas-là, si on avait... Oui. Oui. Normalement c'est OK maintenant pour l'écho. Alors est-ce que vous m'entendez avec un écho ou pas là? Ça va? C'est bon? Super. Donc je vais juste reprendre en 3 phrases ce que je vous ai dit sur la maîtrise des risques, c'est-à-dire comment l'AFD traite-t-elle ces suspicions de fraude ou de corruption sur ces projets. Donc la conformité a pour finalité d'infirmer ou de confirmer les doutes qui ont été formulés soit par des tiers, soit par des collaborateurs de l'AFD. Pour ce faire, bien sûr, on épluche la documentation qui entoure le projet, on demande d'avoir accès à un certain nombre d'éléments, notamment des relevés de compte de la maîtrise d'ouvrage. Et quand on est convaincu qu'il y a effectivement beaucoup d'anomalies ou d'incohérences, on peut diligenter des missions de fraude, c'est des missions dites forensiques, qui ont pour objectif de procéder à des analyses financières et comptables très poussées dans la maîtrise d'ouvrage afin de récupérer des pièces justificatives ou des pièces comptables pour nous aider à confirmer ou infirmer ces fraudes. On mène aussi des enquêtes de réputation. Comme je vous le disais aussi, on peut se rapprocher de l'ambassade de France pour qu'elle nous aide, notamment dans nos relations avec nos pays d'intervention. Et quand on est en cofinancement, en fait, on essaye le plus possible de faire des enquêtes conjointes avec les autres bailleurs pour mutualiser, bien sûr, le traitement de ce type de cas, mais aussi et surtout pour parler d'une même voix. Il ne serait pas possible que plusieurs bailleurs qui financent le même projet n'aient pas la même perception d'un cas de détournement des financements. Enfin, je vous indiquais avant la coupure que les mesures de remédiation à notre disposition
c'est des mesures de différentes natures. C'est des mesures fondées tout d'abord sur les contrats qu'on signe, les conventions qu'on signe avec nos contreparties. Donc ça veut dire qu'on peut annuler un prêt et demander sa restitution anticipée si on pense que les fonds ont été mal utilisés. Et s'il s'agit d'une subvention, s'il s'agit d'un don, on peut demander restitution de tout ou partie de cette subvention parce qu'on considère qu'une partie ou toute cette subvention a été utilisée à d'autres fins que celle pour laquelle on l'avait octroyée. On peut aussi, et dans un certain nombre de cas on le fait, on peut aussi revenir vers les maîtrises d'ouvrage en leur indiquant qu'on a des doutes sur le comportement d'un fonctionnaire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut saisir la justice française, puisque le dirigeant de l'AFD est un agent public, et à ce titre-là pèse sur lui une contrainte du Code de procédure pénale qui est que tout agent public français qui a connaissance dans l'exercice de ses fonctions d'un délit ou d'un crime, il doit, c'est une obligation, le dénoncer au procureur de la République de Paris. Sachez que nous avons demandé, dans un certain nombre de cas, aux dirigeants de l'AFD de procéder à cet article 40, et donc le directeur général a dénoncé les faits au procureur de la République française. On peut aussi, et c'est mon dernier point, j'ai plus beaucoup d'éléments, et donc la discussion va pouvoir être engagée entre nous, mais le dernier point, la dernière mesure de remédiation que l'AFD peut faire, c'est procéder à ce qu'on appelle les déclarations de soupçon auprès de Tracfin, puisque comme on vous l'a dit tout à l'heure, en fait l'AFD est une banque et à ce titre-là, elle est soumise à la réglementation anti-blanchiment et toutes les banques doivent dénoncer leur contrepartie à une autorité para-administrative qui s'appelle Tracfin. Il y en a dans tous les pays d'intervention de l'AFD. Tout le monde a un Tracfin national dans son pays. Je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse un rapide état des lieux des cas que nous avons pu traiter. Donc on vous l'a dit tout à l'heure, l'année dernière, on a traité moins de 60 cas, 53 cas pour être précis. Et ces cas étaient assez éclectiques dans les typologies de cas de fraude ou de suspicion, de fraude ou de corruption, pardon, qu'on suspectait. On peut avoir des suspicions dans le cadre de la passation d'un marché, au stade de la passation du marché, c'est-à-dire qu'on a pu se rendre compte qu'un certain nombre de soumissionnaires pouvaient faire des faux. On a vu un individu envoyer 2 offres pour répondre à un appel d'offres qu'on s'apprêtait à financer. Et donc, soi-disant, il était à la tête de 2 entreprises et il avait donc créé 2 entreprises distinctes avec 2 dirigeants fantoches distincts. Mais en fait, on l'a découvert parce que comme il utilisait à peu près les mêmes polices et les mêmes types de tampons, en fait, quand on rapprochait les offres, on s'apercevait qu'en fait, c'était probablement la même personne derrière qui avait fourni ces 2 offres distinctes. On a aussi souvent dans les marchés publics qu'on finance des fausses références. Une entreprise qui prétend qu'elle a déjà construit un pont dans un pays alors qu'elle soumissionne pour la construction d'un pont dans un autre. Et quand on creuse les références, on s'aperçoit qu'elle invente le fait qu'elle a construit un pont et que jusqu'à présent, si elle a construit un bout de trottoir, du génie civil sur des trottoirs, c'est bien tout ce qu'elle a fait. Donc ça, c'est ce genre de fraude que l'on rencontre assez traditionnellement sur les marchés qu'on finance. Après, on peut, c'est l'exemple que je vous citais tout à l'heure, on peut, dans le cadre des ANO qu'on rend, détecter des évaluations, des notations individuelles des membres de la commission d'évaluation des offres qui ne sont pas cohérentes entre elles. Le président de la commission d'évaluation ou de dépouillement des offres surnote de façon absolument anormale une entreprise au détriment des autres. Et vous le savez peut-être, dans le cadre de certains marchés, il y a des seuils, il faut avoir atteint un nombre de points au titre de l'offre technique pour pouvoir procéder au dépouillement de l'offre financière de la contrepartie en question. Donc là, dans ces situations-là, on a revu l'ensemble des évaluations. On a même mandaté
une personne indépendante pour qu'elle revoie l'ensemble du déploiement et l'ensemble des offres et qu'elle nous donne un avis indépendant et éclairé sur les différentes offres qui avaient été soumises par les différentes entreprises. Si cette personne indépendante nous dit qu'effectivement, en fait, les résultats de l'évaluation ne sont pas cohérents, on va demander à la maîtrise d'ouvrage d'annuler le marché et de le relancer. Donc, ça, en fait, ça signifie quoi pour nous? Ça signifie que quand on a une évaluation individuelle d'une offre faite par le membre de la commission d'évaluation des offres qui est anormale, on peut suspecter qu'il y a eu paiement d'un pot de vin par l'entreprise soumissionnaire en question. J'attire votre attention sur le fait qu'il est extrêmement difficile de prouver l'existence de ce pot de vin et en général, l'AFD n'est pas en mesure de le faire. C'est pour ça qu'on demande l'annulation du marché. Pourquoi on n'est pas en mesure de le faire? Parce qu'en fait, l'AFD, c'est une banque de financement et d'investissement qui n'a donc pas accès aux comptes personnels à la fois du dirigeant de l'entreprise suspecté et du président de la commission d'évaluation des offres du pays. Pour pouvoir prouver un pacte corruptif et le versement d'un pot de vin, il faut soit avoir un SMS qui dit « je te propose 20 000 € si tu me surnotes ». On l'a déjà eu ça, hein, donc on peut le citer, ce cas-là. On a déjà vu un fonctionnaire étranger qui est revenu vers l'AFD en nous disant « regardez, telle entreprise me propose un pot de vin par SMS ». Mais en fait, ces cas-là sont assez rares. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, lorsqu'on a vu ce SMS la première fois, on n'y a pas cru. On s'est même demandé si c'était crédible ou non. Mais en fait, c'était crédible puisque en fait, le corrupteur se sentait tellement, avait un tel sentiment d'impunité que, formuler une proposition de pot de vin par SMS, finalement, pour lui, c'était naturel. Heureusement, ce fonctionnaire nous a fait part de ce pot de vin et donc on a pu prendre les mesures idoines, mais c'est en fait assez rare. Donc c'est pour ça qu'en fait, on n'est pas... ce corrupteur a-t-il été sanctionné? C'est une question qui m'est posée. Moi, je ne suis pas les autorités judiciaires françaises ni du pays. En tout cas, je peux vous dire que ce cas-là a été remonté aux autorités judiciaires. Donc après, il ne revient pas à l'AFD de sanctionner judiciairement les auteurs de ces comportements. En revanche, il revient à l'AFD de dénoncer ceux qui sont à l'origine de ces faits et de s'assurer que ça n'a pas d'impact sur le financement de l'AFD. C'est pour ça que je vous dis, dans ces cas-là, quand on a la suspicion ou la croyance, qui est quand même fondée sur un certain nombre d'éléments matériels, que le marché qu'on s'apprête à financer est grevé de corruption, on l'annule parce qu'on sait très bien que ça signifie que l'AFD va financer un marché qui va nécessairement être surfacturé. Puisque quand on est une entreprise et qu'on propose un pot de vin à un agent public étranger, il va bien falloir que pour faire la marge qu'on veut faire en tant qu'entrepreneur, on se rattrape sur quelque chose. Et se rattraper, ça veut dire soit surfacturer certaines prestations ou certains matériaux, soit en fait faire un travail de piètre qualité en fait. Donc là, ça va être la qualité de l'infrastructure qui va en pâtir, c'est-à-dire qu'on a dit que l'école qu'on s'apprête à construire devait être en béton armé, mais en fait, on ne va pas mettre l'armature métallique qu'il faut, ou bien pas avec la densité qu'il faut, idem pour les routes, idem pour les ponts. Or, l'objectif de l'AFD, c'est d'avoir un travail de qualité, une infrastructure de qualité. Notre objectif, c'est pas que la route qu'on finance se dégrade au bout de 2 ans, parce que en fait, le bitume, la densité de bitume qui devait être coulée n'a pas été coulée conformément à ce qui avait été prescrit, parce que le marché ayant fait l'objet d'un pot de vin, l'entreprise elle a mis bien moins de bitume, comme ça lui coûte moins cher, et donc elle se rattrape ainsi sur le pot de vin qu'elle a payé. Je vais juste revenir parce que je ne voudrais pas qu'on croie qu'il n'y a que le secteur public de nos pays d'intervention qui est entaché de pratiques corruptrices ou frauduleuses. Comme l'a dit Gulnoza tout à l'heure, on finance aussi le secteur privé, notamment via notre filiale qui s'appelle Proparco. Et on a aussi, on traite aussi de beaucoup de cas de pratiques frauduleuses de la part du secteur privé. On a des cas d'abus de biens sociaux dans des entreprises qu'on finance.
On a aussi des cas, on a dressé désormais des typologies, par exemple, dans les fonds d'investissement. On a rencontré plusieurs gestionnaires de fonds, dans des fonds dans lesquels on prend des participations, qui pratiquent l'extorsion. C'est-à-dire que, en fait, ils démarchent les entreprises qui sont prêtes. Ils démarchent donc les entreprises dans lesquelles le fonds s'apprête à investir en leur disant « Si tu veux que le fonds investisse dans ton entreprise, il faudra me rétrocommissionner, me donner 10% de l'investissement que le fonds s'apprête à faire dans ton entreprise. » Donc voilà, on a aussi des pratiques de corruption entre personnes privées, l'attributaire d'un marché et un sous-traitant de celui-ci. On voit aussi des pratiques de collusion entre ces entreprises du secteur privé. Donc en fait, malheureusement, la corruption et la fraude ne sont pas l'apanage du secteur public, quel qu'il soit dans le monde. Peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment dit en remarque préliminaire. La corruption et la fraude ne sont pas l'apanage des pays du Sud. Les pays du Nord sont aussi concernés par ce type de problématique, notamment dans le cadre des grands marchés qui sont passés pour construire un stade, une autoroute, etc. Donc c'est malheureusement un sport mondial, la corruption. Alors, un petit élément d'optimisme, et j'en finirai là, parce que vous avez plein de questions à nous poser, c'est normal, pour vous dire que nous avons constaté que dans les saisines de la conformité, 60% des cas qui nous sont remontés ont pour origine des tiers au projet, c'est-à-dire des populations concernées, des salariés qui travaillent dans l'entreprise attributaire du marché, des fonctionnaires de nos pays d'intervention qui nous font remonter des allégations de mauvais usage de notre financement, et 40% viennent de nos collaborateurs sur la base de leur analyse des rapports d'audit, des relations qu'ils ont avec la maîtrise d'ouvrage, etc. Donc, nous sommes en train de tirer les conséquences de cette situation pour mettre en place, comme au sein de la Banque mondiale, ou comme au sein de la KfW, nous sommes en train de déployer un dispositif d'alerte, une hotline anticorruption, ouvert aux tiers. Donc ce dispositif, on entend le déployer l'année prochaine, parce que c'est un peu compliqué à déployer en France, parce qu'on a des obligations informatiques et liberté notamment. Et donc on espère bientôt pouvoir offrir à toute personne qui estime que les fonds de l'AFD ont mal été utilisés, ou ceux de Proparco aussi, la possibilité d'avoir sur notre site internet, donc une page dédiée, voire une hotline sur lesquelles on pourrait recevoir ces allégations qui sont portées par des tiers. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention, et puis nous allons avec Gulnoza essayer de répondre dans la mesure de nos moyens à toutes vos questions.